Bernadette Lemaire était devenue une experte dans l'art de se fondre dans la masse. À l'Académie de Bois-Joli, elle traversait les couloirs tel un fantôme, sa silhouette menue et sa voix douce la rendant pratiquement invisible aux yeux de la plupart des élèves. Ses cheveux châtain clair lui tombaient droit sur les épaules, encadrant son visage constellé de taches de rousseur, et ses vestes délavées semblaient l'engloutir entièrement. Derrière ses lunettes rondes, ses yeux noisettes brillaient d'une acuité que la plupart des gens ne prenaient jamais la peine de remarquer. Cela lui plaisait ainsi, ou du moins, c'est ce qu'elle se répétait sans cesse. À l'insu de presque tout le monde à Bois-Joli, Bernadette avait consacré les 7 dernières années à s'entraîner à l'autodéfense dans le dojo de sa tante, en périphérie de la ville. Chaque après-midi, après les cours, tandis que les autres élèves étaient à la fanfare ou traînaient au bistrot du coin, Bernadette affûtait ses blocages, étudiait les points de pression et développait une résistance que ses vêtements amples dissimulaient entièrement. Sa tante, Wilhelmine Cholette, une ancienne policière devenue instructrice, l'avait prise sous son aile suite à la longue maladie de son père et aux difficultés de sa mère à aider sa fille à développer sa confiance en elle. Wilhelmine avait pris soin de montrer à Bernadette non seulement les compétences physiques du combat, mais aussi la force mentale qui l'accompagnait. La vraie force vient de la conscience que tu n'as pas besoin de l'exhiber, répétait-elle pendant leurs leçons. Elle avait vu trop de combattants talentueux gâcher leur vie parce qu'ils étaient incapables de maîtriser leur colère en dehors du gymnase, et elle était déterminée à ce que Bernadette n'emprunte jamais cette voie. L'entraînement avait été exigeant et méthodique. Bernadette avait étudié l'aïkido, le judo et la boxe de base, cultivant un style qui privilégiait l'efficacité avant tout. Au moment où elle s'est inscrite à Bois-Joli, elle aurait facilement pu se défendre contre la plupart des hommes adultes et encore moins contre les voyous qui la harcelaient quotidiennement. Le harcèlement avait commencé presque instantanément dès l'arrivée de Bernadette à Bois-Joli au début de l'année. Le transfert d'une petite école rurale à cette immense institution urbaine avait été suffisamment déstabilisant, mais c'était sa personnalité discrète et son apparence fragile qui faisaient d'elle une cible facile pour les jeunes en quête de quelqu'un à brutaliser. Rémi la terreur. Dubois était le principal instigateur, un joueur de foot américain costaud avec les cheveux gominés et une attitude méprisante. Il contrôlait la scène sociale de l'école avec une cruauté désinvolte qui venait naturellement à ceux qui n'avaient jamais subi de conséquences graves. Ces deux ombres constantes étaient Clémence, Fichot, un coureur de fond maigre avec des yeux creux et un sale caractère, et Tiffany Sue Aubry, une reine de beauté dont le visage séduisant cachait une personnalité pourrie. Ensemble, ils avaient transformé la vie de Bernadette à Bois-Joli en un cauchemar constant. Le tourment avait commencé petit, mais était manifestement planifié. Le premier incident s'était produit au cours de sa 3e semaine à Bois-Joli, lorsque Rémi l'avait accidentellement heurté près de la bibliothèque, faisant tomber ses livres et ses notes soigneusement rédigées sur le sol. Alors qu'elle se dépêchait de ramasser ses affaires, il s'était dressé au-dessus d'elle avec son sourire narquois caractéristique, faisant des remarques bruyantes sur le fait que certaines personnes ne savent vraiment pas où elles vont. Les jeux psychologiques se sont intensifiés à partir de là. Des commentaires chuchotés sur ses vêtements de seconde main, ses vieilles chaussures, sa voix douce lorsque les professeurs l'interrogeaient en classe. Rémi l'avait surnommé « Gris-Gris », après qu'elle ait timidement répondu à une question en géographie, sa voix presque inaudible depuis le fond de la classe, où elle s'asseyait toujours. Le surnom s'est répandu comme une traînée de poudre, se propageant à travers les commérages de l'école avec une rapidité remarquable. Bientôt, même les enfants qui ne participaient pas activement au tourment l'appelèrent par ce nom, effaçant ainsi son identité réelle et la réduisant à une créature timide à plaindre ou à ignorer. Le surnom est devenu une arme en soi.
Les professeurs qui auraient dû le savoir ont commencé à l'utiliser avec désinvolture, pensant que c'était simplement une blague inoffensive. « Gris-Gris, pourriez-vous lire le paragraphe suivant ?» demandait Madame Durand en cours d'histoire, sans se rendre compte qu'elle participait à la déshumanisation systématique de l'une de ses élèves. Chaque fois que Bernadette l'entendait, elle sentait une partie d'elle-même disparaître, remplacée par cette version inférieure que Rémi avait créée pour son propre amusement. Madame Durand, la professeure d'histoire de Bernadette, avait remarqué le problème, mais semblait effrayée de s'impliquer directement. Comme la plupart des professeurs à Boisjoli, elle avait appris à choisir ses combats avec soin et s'opposer aux élèves populaires se terminait rarement bien pour les professeurs. Monsieur Martin, le professeur de sport, semblait même encourager le comportement, gloussant lorsque Rémi faisait des blagues cruelles pendant le cours de sport. La cantine était le lieu où les pires incidents se produisaient. L'immense cafétéria de Boisjoli était une zone de guerre sociale, où les hiérarchies étaient imposées par la honte publique. Bernadette avait appris à manger rapidement et silencieusement, choisissant généralement une table d'angle près de la sortie, où elle pouvait s'échapper si nécessaire. Mais Rémi et sa bande avaient rendu même cette simple tâche dangereuse. Jeudi dernier avait été particulièrement horrible. Clémence l'avait accidentellement fait trébucher alors qu'elle portait son plateau repas, le timing trop précis, exécuté juste au moment où elle passait devant la table des Cools. Son sandwich au thon et son jus de pomme ont volé à travers la pièce, éclaboussant les jupes des pom-pom girls qui ont crié avec un dégoût exagéré. Toute la cantine a éclaté de rire alors que Bernadette se précipitait pour nettoyer le désordre, son visage brûlant d'une gêne qui ressemblait à une blessure physique. Rémi s'était tenu au-dessus d'elle pendant le nettoyage, souriant largement alors qu'il offrait une fausse sympathie, assez fort pour que la moitié de la cantine l'entende. « Fais attention, Gris-Gris, peut-être devrais-tu apprendre à faire attention, ou peut-être qu'on ne t'apprend pas à marcher correctement d'où tu viens. » Le commentaire a été suivi de ricanements de ses amis et d'un silence gêné de tous les autres. Mais ce n'était pas seulement les gros incidents qui la dérangeaient, c'était le harcèlement constant de bas niveau qui faisait que chaque jour ressemblait à une traversée de champs de mine. Rémi l'attendait devant son casier, la forçant à être en retard en cours, pendant que lui et ses copains formaient des murs humains qu'elle devait contourner en se faufilant. L'intimidation physique s'était lentement intensifiée. Les coups d'épaule sont devenus plus violents, les livres tombaient de ses mains plus souvent. Dans les couloirs bondés entre les cours, Rémi et ses amis formaient des barrières qui forçaient Bernadette à les bousculer, toujours avec des commentaires moqueurs sur sa taille et sa force. Le pire était la réaction des autres élèves. La plupart se contentaient de détourner le regard, reconnaissant de ne pas être les cibles. Certains riaient, nerveusement voulant rester dans les bonnes grâces de Rémi. Quelques-uns semblaient sincèrement mal à l'aise avec ce dont ils étaient témoins. Mais personne ne prenait la parole. Le message était clair. Bernadette était seule. Malgré son entraînement, malgré le fait qu'elle se rendait compte qu'elle pouvait probablement gérer ses 3 bourreaux en même temps, Bernadette continuait à supporter les abus en silence. Les leçons de sa tante sur la retenue et la maîtrise de soi résonnaient constamment dans son esprit. Déclencher une bagarre à l'école signifierait une suspension, voire une expulsion, et les conséquences affecteraient tous les aspects de sa vie. Cela décevrait sa mère, qui avait déjà tant sacrifié financièrement pour l'envoyer à Boisjoli après le décès de son père. Plus important encore, cela prouverait qu'elle n'était qu'une autre élève violente, incapable de gérer les conflits de manière appropriée. Elle avait vu avec quelle rapidité les responsables de l'école portèrent des jugements sur les élèves qui se battaient, quelles que soient les circonstances. Un seul incident pourrait la suivre pendant des années, affectant ses candidatures universitaires et ses perspectives d'emploi. Mais la vraie raison pour laquelle Bernadette se retenait était plus complexe. Elle avait vu ce que la violence pouvait faire à l'esprit d'une personne, avait vu sa tante lutter contre l'agressivité qui l'avait rendue performante en tant que policière mais néfaste dans ses relations. Elle était terrifiée à l'idée de ce qu'elle pourrait devenir si elle libérait cette partie d'elle-même dans la colère. Le contrôle qu'elle maintenait
ne visait pas seulement à éviter les ennuis. Il s'agissait de protéger son identité en tant que personne fondamentalement différente de ses bourreaux. L'ironie ne lui échappait pas que sa plus grande force était devenue une source de faiblesse dans cet environnement. Toutes ces années d'entraînement, toutes ces connaissances et compétences, rendues inutiles par son propre code moral et les systèmes institutionnels qui ne parvenaient pas systématiquement à la protéger. Le point de rupture est arrivé un mardi après-midi de fin novembre. Bernadette avait été particulièrement prudente ce jour-là, empruntant différents itinéraires à travers l'école et chronométrant ses mouvements pour éviter la bande de Rémi. Elle pensait s'en être sortie indemne lorsqu'elle a entendu un rire familier provenant du couloir principal près des bureaux administratifs. La directrice Aubert était en train de se diriger vers son bureau, les bras débordant de dossiers et son apparence normalement impeccable, légèrement froissée par une journée bien remplie. Géraldine Aubert était respectée dans tout Bois-Joli pour son équité et son engagement envers ses élèves. Elle était l'une des rares adultes dans le bâtiment qui avait pris la peine d'apprendre le vrai nom de Bernadette, la saluant toujours chaleureusement lorsqu'elle se croisait dans les couloirs. Rémi, Clémence et Tiffany Sue étaient rassemblés près du bureau principal, soi-disant en train d'attendre pour parler à l'assistante de direction au sujet d'un événement de collecte de fonds. Mais leur attention était entièrement focalisée sur la directrice Aubert alors qu'elle luttait avec sa lourde charge de paperasse. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé au ralenti de façon horrible. Alors que la directrice Aubert passait devant leur groupe, Rémi a intentionnellement tendu le pied. Elle a trébuché vers l'avant, ses dossiers se dispersant sur le sol ciré. Mais en essayant de se rattraper, son talon s'est pris dans l'ourlet de sa jupe tailleur et le tissu s'est déchiré avec un bruit de déchirure fort. Le couloir s'est tu, à l'exception du rire joyeux de Rémi. La directrice Aubert est restée figée, sa dignité professionnelle brisée, alors que sa jupe déchirée révélait plus qu'il n'était approprié dans un environnement scolaire. Son visage a rougi d'embarras et de fureur alors qu'elle essayait de maintenir le tissu ensemble d'une main tout en ramassant ses papiers éparpillés de l'autre. « Oups !» a dit Rémi à haute voix, sa voix résonnant dans le couloir. « Je suppose que vous devriez faire attention où vous allez, directrice Aubert. Peut-être devriez-vous acheter de meilleurs vêtements pendant que vous y êtes. » Clémence et Tiffany Sue se sont dissous en gloussement, leur téléphone déjà sorti pour capturer des photos de l'humiliation de la femme digne. D'autres élèves dans le couloir sont restés paralysés, ne sachant pas s'il fallait aider ou faire semblant de n'avoir rien vu. Quelque chose de fondamental a changé à l'intérieur de Bernadette alors qu'elle regardait la scène se dérouler, comme un barrage qui cède après des années de pression. La directrice Aubert n'était pas simplement une autre victime de la cruauté de Rémi. Elle était une adulte, une figure d'autorité, quelqu'un qui avait montré de la gentillesse à Bernadette quand personne d'autre ne le faisait. Plus que cela, elle représentait tout ce qui était bien à l'Académie de Bois-Joli, la mince ligne entre l'ordre et le chaos que Rémi venait de franchir avec une malice calculée. La nature calculée de l'attaque était ce qui a vraiment enragé Bernadette. Ce n'était pas de la cruauté impulsive ou de l'ignorance adolescente. C'était une agression délibérée contre la dignité d'une femme, planifiée et exécutée pour une humiliation maximale. Rémi avait attendu le moment parfait où le couloir était rempli de témoins, où la directrice Aubert était la plus vulnérable avec ses bras pleins de documents. Il avait orchestré ce moment de dégradation avec la même attention méticuleuse qu'il apportait à la planification de ses jeux de football. Alors que Bernadette regardait la femme digne lutter pour conserver son sang-froid tout en tenant ses vêtements déchirés, quelque chose à l'intérieur d'elle s'est solidifié avec une clarté parfaite. C'était exactement la raison pour laquelle les brutes comme Rémi devaient être arrêtés. Il ne leur suffisait jamais de cibler d'autres élèves. Leur cruauté s'intensifierait toujours, trouverait toujours de nouvelles victimes, repousserait toujours les limites, jusqu'à ce que quelqu'un finisse par riposter.
Sans pensée consciente, Bernadette s'est retrouvée à avancer, son entraînement prenant le relais d'une manière qui semblait à la fois étrangère et complètement naturelle. Son sac à dos a heurté le sol avec un bruit sourd qui a semblé résonner à travers le silence soudain comme un coup de feu. Les élèves ont instinctivement reculé alors que quelque chose dans son comportement changeait complètement, comme si une personne différente avait soudainement habité son corps, disparu la posture voûtée et l'énergie nerveuse qui l'avait défini à Boisjoli. À sa place, il y avait le mouvement fluide et contrôlé de quelqu'un qui savait exactement à quel point il était dangereux et avait finalement décidé d'arrêter de le cacher. La transformation était si complète que plusieurs élèves qui la connaissaient depuis des mois ne l'ont pas immédiatement reconnue. Sa colonne vertébrale s'est redressée, ses épaules se sont carrées et ses mouvements ont pris la grâce prédatrice que Wilhelmine lui avait inculquée pendant des années d'entraînement. C'était la vraie Bernadette, celle qui s'était cachée derrière des vestes délavées et un silence auto-imposé. « Rémi », dit-elle, sa voix résonnant clairement dans le couloir. Il y avait quelque chose dans son ton qui a fait geler tout le monde, y compris Rémi lui-même. Ce n'était plus la voix d'une victime effrayée. Rémi se tourna vers elle, son sourire vacillant légèrement, alors qu'il analysait le changement dans son attitude. « Eh bien, regardez qui a enfin décidé de prendre la parole. Qu'est-ce qui ne va pas, Gris-Gris? Tu deviens courageuse tout d'un coup ?» Bernadette se rapprocha, ses pas mesurés et résolus. « Tu vas t'excuser auprès de la directrice Aubert, tout de suite. » Le couloir a éclaté de rires nerveux. La confiance de Rémi est revenue lorsqu'il s'est rendu compte que son public était toujours en train de regarder. « Ou quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Gris-Gris? Je vais te montrer ce qui arrive quand on choisit la mauvaise personne à embêter, » dit Bernadette calmement. Rémi s'avança, s'attendant clairement à ce qu'elle recule comme elle l'avait toujours fait auparavant, sa confiance renforcée par des mois d'intimidation réussie. Dans son esprit, ce n'était qu'une autre occasion d'affirmer sa domination, une autre chance de rappeler à tout le monde qui contrôlait vraiment la dynamique sociale à Boisjoli. « Tu crois que tu es forte maintenant? Tu n'es toujours qu'une petite peureuse ?» Il n'a jamais terminé sa phrase. La main droite de Bernadette a jailli en avant dans une frappe de la paume parfaite qu'il a attrapée en plein nez, délivrée avec une précision de manuel et juste assez de force pour l'incapaciter sans causer de dommages permanents. La frappe a été si rapide que la plupart des observateurs ne l'ont même pas vu se produire. Un instant, Rémi souriait avec assurance. L'instant suivant, il se tenait le visage, titubant en arrière alors que du sang coulait de ses narines. Avant même qu'il ne puisse commencer à se rétablir, Bernadette a saisi son bras tendu avec les deux mains et l'a tordu, utilisant son propre élan vers l'avant contre lui dans une technique d'aïkido classique. L'effet de levier était parfait, et Rémi s'est retrouvé à tournoyer impuissant dans les airs avant de s'écraser contre la rangée de casiers la plus proche, avec un fracas retentissant qui a résonné dans le couloir comme un coup de tonnerre. L'impact a été assez fort pour faire sursauter plusieurs élèves, et Rémi s'est affaissé contre la surface métallique, gémissant de douleur. Clémence s'est précipitée pour aider son ami, mais ses réflexes de coureur de fond n'étaient pas à la hauteur des années d'entraînement systématique de Bernadette. Elle a lu son mouvement comme un livre ouvert, reconnaissant la tentative de tacle maladroite et télégraphiée avant même qu'il ne s'y soit pleinement engagé. Elle a esquivé sa charge avec un minimum d'effort, ses pieds se déplaçant selon le schéma précis que Wilhelmine lui avait inculqué des milliers de fois, et a saisi sa veste alors qu'il trébuchait à côté d'elle. Utilisant son propre élan vers l'avant contre lui, elle a exécuté un jeté d'épaule de manuel qui aurait rendu sa tante fière. Clémence a volé au-dessus de son épaule et a heurté le sol ciré du couloir avec un bruit sourd, ses longs membres s'étalant maladroitement alors qu'il luttait pour comprendre ce qui venait de lui arriver. Tiffany Sue a crié et a levé son téléphone pour enregistrer ce qu'elle pensait être l'humiliation de Bernadette.
Mais ses réflexes de reine de beauté n'étaient pas à la hauteur de quelqu'un qui s'entraînait au sport de combat depuis 7 ans. Bernadette se dirigeait déjà vers elle avec la grâce fluide d'une combattante naturelle. Une frappe rapide et contrôlée sur le point de pression de Tiffany Sue dans son cou a envoyé le téléphone claquer sur le sol, l'appareil glissant sous un banc voisin, suivi immédiatement d'un balayage de jambes parfaitement exécuté qui a mis la reine de beauté au sol à côté de ses amis. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Mais pour les témoins, c'était comme assister à une masterclass de violence contrôlée. Bernadette avait démantelé 3 adversaires avec une telle efficacité et précision que c'était presque artistique dans son exécution. Toute la confrontation avait duré moins de 30 secondes. Rémi se relevait lentement du sol, le visage masqué de choc et d'incrédulité. Clémence était recroquevillée en boule, tenant son bras et gémissant. Tiffany Sue était assise là où elle était tombée, regardant Bernadette avec de grands yeux effrayés. Le couloir était complètement silencieux, à l'exception de la respiration lourde des 3 brutes. Chaque élève était figé, incapable de comprendre ce dont il venait d'être témoin. La fille calme et invisible qu'ils avaient tout rejeté venait de démanteler les brutes les plus redoutées de l'école avec une efficacité clinique. Bernadette se tenait au-dessus de Rémi, sa respiration stable et contrôlée. Pendant un instant, elle a vu de la peur dans ses yeux pour la première fois. Elle pouvait voir qu'il était vulnérable, battu, humilié devant toute l'école. Une frappe de plus pourrait le mettre à terre complètement, pourrait lui donner un avant-goût de l'impuissance qu'il l'avait forcé à ressentir chaque jour. Au lieu de cela, elle a reculé et a tendu la main vers la directrice Aubert, qui tenait toujours sa jupe déchirée et regardait avec étonnement. « Ça va, directrice Aubert ?» La directrice a pris la main tendue avec gratitude, permettant à Bernadette de l'aider à se relever. « Oui, merci, Bernadette. C'était... » Elle s'est interrompue, cherchant ses mots. « C'était très courageux de votre part. » Rémi a finalement réussi à se tenir droit, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Tu vas le payer, Gris-Gris? Tu crois que c'est fini ?» Bernadette s'est tournée pour le regarder calmement. « Je m'appelle Bernadette. Et oui, c'est fini. Tout... » La conviction dans sa voix a semblé drainer complètement la combativité de Rémi. Rémi a regardé autour de lui la foule d'élèves qui le regardaient, non plus avec peur ou respect, mais avec le genre de fascination que les gens réservent à ceux qui assistent à la chute de quelqu'un. Il avait été exposé comme un lâche qui ne s'en prenait qu'à ceux qu'il pensait incapables de riposter. « Allez !» a-t-il murmuré à Clémence et Tiffany Sue, qui se relevaient lentement. « Sortons d'ici. » Alors que les 3 s'éloignaient en boitant, la foule a commencé à se disperser, les élèves chuchotant avec enthousiasme à propos de ce dont ils avaient été témoins. Mais plusieurs sont restés, regardant Bernadette avec un nouveau genre de respect. Parmi eux, il y avait Samuel Sam Pinson, un garçon discret de son cours d'anglais qui avait toujours semblé gentil, mais ne lui avait jamais parlé directement. Il s'est approché prudemment, son expression mêlant admiration et inquiétude. « C'était incroyable, » dit-il doucement. « Je voulais faire quelque chose à propos de Rémi depuis des mois, mais je n'ai jamais... » Il s'est interrompu, secouant la tête. « Où avez-vous appris à vous battre comme ça ?» Bernadette sourit pour la première fois depuis des semaines, sentant un poids s'enlever de ses épaules qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'elle portait. « Ma tante dirige un dojo. Elle m'entraîne depuis l'âge de 9 ans. » « Pourquoi n'avez-vous jamais riposté avant ?» La question est restée en suspens alors que Bernadette réfléchissait à sa réponse. « Parce que je voulais être meilleure qu'eux. Je ne voulais pas devenir le genre de personne qui résout les problèmes avec la violence. » Elle jeta un coup d'œil vers l'endroit où le groupe de Rémi avait disparu. « Mais parfois, les gens doivent comprendre que leurs actions ont des conséquences. » La directrice Aubert avait réussi à nouer son cardigan autour de sa taille pour cacher la déchirure de sa jupe.
Elle s'approcha de Bernadette avec une expression complexe, visiblement tiraillée entre la gratitude et sa responsabilité de traiter la violence qui venait de se produire. « Bernadette, j'ai besoin que vous veniez avec moi dans mon bureau, » dit-elle doucement. « Nous devons discuter de ce qui vient de se passer. » Bernadette hocha la tête, comprenant qu'il y aurait des conséquences même pour une légitime défense justifiée. Mais alors qu'elle marchait vers l'aile administrative, elle remarqua quelque chose qui la fit sourire. Les élèves s'écartèrent respectueusement, beaucoup hochant la tête ou offrant des mots de soutien discrets. Les chuchotements qui la suivaient n'étaient plus cruels. Ils étaient impressionnés, voire émerveillés. Dans les semaines qui ont suivi, la dynamique à l'Académie de Boisjoli a radicalement changé. Rémi et ses amis ont semblé se replier sur eux-mêmes, ne se pavanant plus dans les couloirs avec leur arrogance précédente. Ils ont complètement évité Bernadette, et leur harcèlement envers les autres élèves a diminué de façon notable à mesure que la nouvelle s'est répandue sur ce qui se passait quand ils choisissaient la mauvaise cible. L'incident avait été enregistré par plusieurs élèves, et la vidéo s'était répandue sur les médias sociaux à une vitesse virale. Mais plutôt que de glorifier la violence, la vidéo a suscité des conversations sur le harcèlement, la défense des autres et l'échec des adultes à protéger les élèves vulnérables. Bernadette s'est retrouvée malgré elle célèbre, mais elle a utilisé l'attention pour plaider en faveur de meilleures politiques anti-harcèlement. Plus important encore, d'autres élèves ont commencé à se défendre et à se soutenir les uns les autres. La culture de complicité silencieuse qui avait permis au harcèlement de prospérer a été remplacée par quelque chose de plus sain. Les élèves qui avaient été des cibles ont trouvé leur voie, et les spectateurs sont devenus plus disposés à intervenir lorsqu'ils voyaient d'autres personnes maltraitées. Bernadette s'est retrouvée avec des amis pour la première fois à Boisjoli. Sam était devenu un compagnon proche, et leur amitié s'était épanouie en quelque chose de plus profond alors qu'ils passaient du temps ensemble à étudier et à parler de leurs expériences communes, de se sentir invisibles à l'école. Elle a appris qu'il écrivait des nouvelles en secret, tout comme elle avait caché son entraînement aux arts martiaux. L'audience disciplinaire avait abouti à une suspension de 2 jours pour s'être battue, mais la directrice Aubert avait clairement indiqué qu'elle comprenait les circonstances. « Je ne tolère pas la violence », avait-elle dit à Bernadette en privé, « mais je ne peux pas non plus tolérer le harcèlement systématique que vous avez subi. Parfois, le système échoue et les gens doivent se protéger. » Rémi avait également été suspendu, non seulement pour l'incident avec la directrice Aubert, mais aussi pour le modèle de comportement de harcèlement qui a finalement été révélé lorsque d'autres élèves se sont sentis suffisamment en sécurité pour le signaler. L'enquête a révélé des mois de harcèlement dirigés contre plusieurs cibles, et sa bourse d'athlétisme a été suspendue en attendant un examen. Alors que Bernadette était assise dans le dojo de sa tante, plusieurs semaines plus tard, travaillant sa routine d'entraînement avec une concentration renouvelée, elle a réfléchi à tout ce qui avait changé. Elle avait appris que parfois, être fort signifiait savoir quand se retenir, mais cela signifiait aussi savoir quand se lever. La vraie force n'avait pas résidé dans les techniques qu'elle avait utilisées pour se défendre. Elle avait résidé dans le maintien de ses principes, même en refusant d'être victimisée. « Tu as bien fait, Bernadette », dit sa tante, la regardant pratiquer ses formes. « Tu as utilisé précisément la bonne quantité de force pour arrêter la menace sans aller trop loin. C'est ce qu'est la vraie légitime défense, le contrôle, pas la violence insensée. » Bernadette sourit, sentant la vérité de ses mots se déposer dans ses os. Elle avait trouvé sa voie et sa force, non pas en devenant comme ses bourreaux, mais en refusant de les laisser définir qui elle était. À l'Académie de Boisjoli, elle n'était plus invisible, mais plus important encore, elle était enfin vraiment elle-même.